Marie da Silva, j'ai 34 ans et depuis bientôt un an, j'ai fondé en fait une agence d'empowerment à l'adresse des femmes racisées qui s'appelle Nkali Works. Donc en fait c'est une agence à travers laquelle je traite par le coaching toutes les problématiques que peut rencontrer une femme racisée, une femme non blanche. Dans son milieu de travail. Donc, à travers mes coachings, en fait, j'aide mes clientes justement à analyser ce qu'elles vivent, mais surtout à élaborer des stratégies de riposte et de combat. Hein. Alors, Nkali, en fait, c'est un mot qui avait été prononcé par Chimamanda Adichie. Et Chimamanda, en fait, le définissait comme le pouvoir de se réapproprier sa narration, en fait. Et je trouvais que ça collait bien avec le travail qui allait être fait. Puisqu'en fait, à travers les coachings de l'agence, en fait, je vais pousser ces femmes à réinterroger leur parcours et surtout, parfois, à le voir avec une lumière bien plus indulgente qu'elles le font. Donc, il y a tout un travail, effectivement, autour de la narration, comment je me raconte, comment je me positionne dans ce monde, dans cet espace, en fait, dans cet espace qu'est le travail. Les femmes qui viennent me voir sont des femmes racisées, toutes racisées. Mais il y a une vraie diversité dans leur profil. Je peux avoir par exemple une femme qui travaille au McDo mais qui se rend compte qu'il y a un problème sur son contrat, l'ingénieur, la femme ingénieure d'affaires qui se fait par exemple harceler sexuellement par son patron. Donc c'est vraiment une pluralité à la fois dans les profils mais à la fois dans les problématiques. Mais ce qui reste vraiment prégnant, ça va être le racisme rencontré dans ces espaces de travail. Le racisme et le sexisme rencontrés dans ces espaces de travail. Par exemple, il y a le problème dont je vous parlais tout à l'heure, le problème de la microagression. Ça revient très très souvent. Et en fait, quand on ne vit pas la microagression, on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si terrible en fait. Mais la microagression, je la compare par exemple à une piqûre de moustique. Si vous vous faites à chaque fois piquer par le même moustique au même endroit, et à un moment donné, ça produit un effet. Et la microagression, c'est ça. En fait, c'est des petites phrases faites pour vous minoriser, faites pour vous désigner comme si vous étiez l'autre. Et le fait d'être tout le temps désigné dans cette altérité va produire quelque chose. Donc on entre dans la spirale de la perte de confiance en soi, etc. Et donc ça, c'est un problème que je traite par l'autodéfense. Ça va être du préjugé. Voilà, la microagression, c'est aussi le moyen d'exprimer un préjugé. Donc c'est une femme qui va retourner le lendemain au boulot, en ayant la boule au ventre parce que cette petite phrase, via ce petit trait d'humour, on l'a juste assimilée à une terroriste en fait. Et donc le but dans ces situations-là, moi je pars du principe qu'il ne faut jamais expliquer son humanité. Jamais être dans l'excuse, dans la justification, etc. Nous ne justifions pas de notre humanité. Je pense qu'il faut être dans l'autodéfense. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, j'ai dit à ma cliente, par exemple, cette personne-là, si jamais elle te refait une remarque clairement islamophobe ou raciste, à ce moment-là, tu lui demandes quelles sont ses intentions derrière ça. Et déjà, d'un instant d'humour, ça devient un instant de honte et on fait que la gêne change de camp, en fait. Cette tendance à humaniser, en fait, elle est hyper problématique. Parce que en fait, ça met le doigt sur quelque chose, ça veut dire que l'humanité d'un musulman, en fait, elle n'est pas acquise. Et que ça reste une perpétuelle question. Et c'est pour ça que je dis des trucs de not in my name, machin. Moi je dis mais non, c'est contre-productif et c'est comme si en fait notre humanité est une épreuve qu'on devait à chaque fois passer. Alors l'humanité c'est pas le bac, hein. Normalement tout le monde l'a. J'ai passé 10 ans dans le management, plus de 10 ans dans le management. Et de ces situations, en fait, j'en ai tiré en fait, un certain savoir expérientiel. Mais c'est un savoir expérientiel tiré de la douleur d'être minoritaire dans ces espaces. Donc la dernière expérience professionnelle que j'ai eue s'est très mal passée, puisqu'en fait elle s'est soldée par un licenciement et une dépression. Et le but a été, quand j'ai commencé à me relever, quand j'ai commencé justement à émerger, le but a été de me demander mais qu'est-ce que je fais après ? Et donc pour exorciser un peu tout ce qui avait été vécu, j'ai par exemple pris une espèce de cahier comme ça où j'ai noté toutes les expériences traumatisantes que j'avais vécues. Donc je suis là en train de recenser toutes les expériences que j'ai vécues et sur la page de droite,
j'écrivais une solution alternative. Donc j'avais la situation problématique et la solution que j'avais imaginée après coup. Et donc l'enjeu, ça a été de me dire, mais est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est vraiment une solution ? Et donc je me suis mis à coacher tout mon entourage gratuitement pendant 1 an. Je communique beaucoup en fait sur mon travail via Twitter. Donc via un hashtag qui s'appelle #jeudi survie au taf. Et donc tous les jeudis, je raconte un cas que j'ai réussi à résoudre ou une femme que j'ai accompagnée. Si je prends par exemple le cas d'une femme portant le foulard, si demain elle se fait agresser et qu'elle cherche à visibiliser son agression, est-ce que quelqu'un l'entendra ? Est-ce qu'on entend les femmes noires ? Est-ce qu'on entend les femmes porteuses d'un handicap ? Donc il y aura toujours, même au-delà, même dans cette question qui est censée toutes nous concerner, on sent quand même qu'il y a un rapport de pouvoir. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc, c'est ce que je trouve dommage, mais l'enjeu est que les femmes qu'on n'entend pas se fassent entendre. Et ce, dans tous les domaines. Par exemple, quand on parle par exemple d'intersectionnalité ou d'afroféminisme, on va nous dire qu'on divise. Parce que quelque part, parler d'intersectionnalité, parler d'afroféminisme, c'est aussi une manière de dire qu'il existe des rapports de domination à l'intérieur du groupe femmes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. On a envie d'entendre que toutes les femmes sont unies parce qu'elles sont toutes dominées par le patriarcat, etc. Mais il y a des rapports de domination à l'intérieur même de ce groupe. Un rapport de domination lié à la race et à la classe. Et aussi à la religion, qui est aussi une forme de racialisation maintenant. Donc c'est tout ça que l'intersectionnalité met en exergue. L'intersectionnalité, c'est la question qui fâche. Je suis optimiste, mais mon optimisme, en fait, c'est un optimisme de combat. C'est-à-dire que pour moi, l'espoir ne réside pas dans la capacité qu'on aura à dialoguer avec l'oppresseur. Non. C'est-à-dire que l'enjeu des luttes, quelles qu'elles soient, pour moi n'est pas dans la pédagogie. Je pense qu'il y a des personnes qui ont trouvé les bons mots, mais que l'oppresseur a fait le choix de ne pas les entendre. Donc l'enjeu n'est absolument pas la pédagogie et de trouver la bonne explication qui se remettra en question. Je pense que l'enjeu, c'est de prendre confiance en nous, femmes racisées. L'enjeu, c'est de prendre confiance dans notre pouvoir de nuisance. L'enjeu, c'est de penser qu'on peut le faire, de penser qu'on peut se battre et surtout de penser qu'on peut gagner. Ce qui est récurrent dans mon travail, en fait, ce qui est récurrent en fait dans mon travail avec ces femmes racisées, c'est la récurrence du fait que leur humanité est remise en question. Voilà. Moi, je dis tout simplement que si notre humanité est une question, elle ne se termine pas forcément par un point d'interrogation, mais plus par un point levé.